Et donc il va se mettre à écrire assez rapidement, dans les années 1825, il a une vingtaine d'années, et les années 25-30, et il est repéré par Charles Nodier. À l'époque, les poètes ouvriers sont à la mode. George Sand, Nodier vont essayer de promouvoir un certain nombre de poètes issus des classes populaires. Et j'allais dire, la sauce va prendre. Et grâce à ses soutiens parisiens, Jasmin va se lancer en littérature, tellement qu'il va même arriver jusqu'à la cour du roi de France et il va organiser un récital de vers, de poésie à la cour du roi de France. Il faut imaginer qu'à l'époque, donc je vous l'ai dit, ce territoire occitan est immense, donc sur une population de moins de 40 millions d'habitants, le territoire occitan concerne à peu près 14 millions de personnes. Donc c'est relativement facile, même à Paris, de trouver des gens capables de vous traduire les vers de Jasmin. Bien évidemment, le roi de France ne parlait pas gascon, mais il se les a fait traduire. Visiblement, le roi de France a apprécié, et ça a lancé comme ça la carrière de Jasmin. Et il va passer sa vie à sillonner le Midi, mais là aussi la France entière, et il va collecter des sommes immenses qu'il va redistribuer aux pauvres, aux bonnes œuvres, à l'Église. Et à sa mort, en 1864, la population à Genèse va se collecter et va ériger donc, cette statue que l'on peut voir encore aujourd'hui à Agen. Jasmin va écrire 3 volumes de poésie qu'il va intituler Las Papillotas, les papillotes en français, qui rappelle son métier de coiffeur. Jasmin a une haute opinion de la langue qu'il parle, qu'il qualifie, lui, de gascon, même si la langue parlée à Agen est assez semblable à celle qui est parlée à Cahors. Et linguistiquement parlant, ce n'est pas stricto sensu, ce n'est pas du gascon, c'est du languedocien, mais lui, il la qualifie de gascon. Mais il va à aucun moment essayer de rassembler des gens autour de lui pour essayer d'encourager les gens à utiliser cette langue. Certes, quand la langue va être attaquée ou va être dénigrée par des journalistes, il va se défendre, il va répliquer de manière assez forte, mais à aucun moment il va essayer de rassembler des gens derrière lui pour créer une association, pour créer un mouvement qui pourrait essayer de déboucher sur une ligue, un parti, ou quelque chose. Il va falloir attendre une génération plus tard, il va falloir attendre du côté provençal, Frédéric Mistral. Frédéric Mistral qui est né, lui, en 1830, donc une génération plus tard, puisque Jasmin, lui, était né en 1798. Et Mistral, lui aussi, est né dans un milieu rural, mais dans un milieu plus aisé que celui de Jasmin. Les parents de Mistral étaient des ménagers originaires du village de Mayenne. Mayenne se trouve dans le nord des Bouches-du-Rhône, au pied des Alpilles. Donc sa famille est une famille de paysans assez aisés. Et ça va avoir son importance, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Et lui aussi est choqué dans son enfance par un événement. Il y a toujours un événement déclencheur qui va vous amener à vous intéresser à quelque chose et qui va vous guider dans votre vie. Un jour, ses parents reçoivent la visite de bourgeois marseillais, et ses parents, qui, à la maison, jamais de la vie ne parlaient autre chose que provençal, se mettent à parler dans une langue que lui ne comprend pas. Et surtout, il est frappé par le fait que ses parents, qui sont quand même des propriétaires terriens qui sont assez aisés, qui sont respectés et j'ai envie de dire, les piliers de la société de leur village, sont presque, pas humiliés, mais en tout cas parlent avec un sentiment d'infériorité à ces gens-là. Et ça, quelque part, ça va choquer Mistral. Et ça va rester dans sa tête. Plus tard, Mistral va faire des études,
puisqu'il est le petit dernier de la famille. Son père, qui est assez âgé, se marie en seconde noces avec la fille du maire de Mayenne. Et donc c'est son frère aîné qui va être destiné à reprendre sa ferme, et lui donc va faire des études de droit à Aix-en-Provence. Et quand il rentre, une fois que sa licence en poche, quand il rentre à Mayenne, dans la maison paternelle, se pose la question de savoir quoi faire. Ma foi, il ne sait pas trop, il est assez indécis. Son père, qui était assez âgé, malheureusement, décède et se fait le partage, comme il se doit, des biens familiaux. Et le frère aîné, donc, hérite de la ferme, et Mistral reçoit une somme d'argent et une maison dans le centre du village. Et avec cet argent, il en a assez pour vivre. Et Mistral va pouvoir consacrer toute sa vie à ce qui l'intéresse, c'est-à-dire la langue et la littérature provençale. Il faut dire que lors de ses études, il va rencontrer au collège d'Avignon un surveillant qui s'appelle Joseph Roumanie, qui lui est né aussi dans un milieu très populaire. Ses parents sont jardiniers. Et un jour, il surprend le petit Mistral en train au lieu d'écouter la messe, il le surprend en train d'écrire sur un papier caché dans le missel. Il s'approche, il dit: mais Mistralette, dès qu'il fasse, Mistral, qu'est-ce que tu fais? Et l'autre, il lui montre, il lui tend, et Mistral était en train, comme il s'ennuyait, il était en train de traduire les psaumes qu'il écoutait, qu'était en train de réciter le prêtre. Et Roumanie, au lieu de le gronder, de le punir, il dit: mais écoute, moi aussi je fais des vers, et des vers provençaux. Et là est née une grande amitié qui va déboucher au moment où les deux vont devenir. Roumanie, il y a une dizaine d'années de plus que Mistral. Ça va déboucher sur une grande amitié. Et avec d'autres jeunes poètes provençaux, qui ont une vingtaine d'années, ils vont se retrouver tous les week-ends au château de Fontségugne. Fontségugne, c'est un petit château qui se trouve sur la commune une vingtaine de kilomètres d'Avignon. Et là, donc, un groupe de jeunes poètes provençaux vont passer leur dimanche ensemble à faire des vers. Alors, ils ne sont pas les seuls à écrire en provençaux. Un peu partout dans le midi de la France, on a des gens sur le modèle de Jasmin qui vont se mettre à écrire en langue régionale. On verra aussi tout à l'heure pourquoi, sur cette génération-là, on voit de plus en plus de gens qui se mettent à écrire dans autre chose que le français. Et donc, pour en revenir à Mistral et à ses amis, ils se rassemblent tous les dimanches et ils voient bien que chacun écrit dans son coin, un petit peu à sa manière, et que c'est un petit peu, pas l'anarchie, mais en tout cas une sérieuse cacographie. Chacun écrit un petit peu comme il veut, il n'y a pas de règles. Certains écrivent bien, d'autres écrivent vraiment n'importe quoi, et ils se disent: notre langue mérite mieux que ça. Et 21 mai 1854, donc dans le château de Fontségugne, ils décident de fonder une association. Et ce sera la première fois en Europe occidentale où on a des jeunes gens qui décident de se fonder en association pour défendre une culture régionale. Et ils vont créer cette association qui va s'appeler le Félibrige. Alors le Félibrige existe encore. J'ai l'honneur et le bonheur d'en faire partie. Oui. Pardon, pour ceux qui sont au fond qui ne m'entendaient pas, je pensais qu'avec le bruit des voitures. N'hésitez pas à me le dire si je parle trop vite. Je vois que Valérie. Oui, avec les voitures qui passent, c'est pas évident. Donc, pour la première fois en Europe, des jeunes gens se rassemblent pour fonder une association dont l'objectif va être de défendre et d'illustrer la langue. L'association est fondée un 21 mai. À l'époque, au XIXe siècle, le 21 mai tombe être la Sainte Estelle. Estelle, pour ceux qui parlent occitan, une estelle, c'est une étoile, dont le symbole était tout trouvé. Et donc le symbole, vous l'avez deviné, le symbole du Félibrige va être l'étoile à 7 branches. Au début, le Félibrige est une association purement littéraire, et elle va rencontrer un assez grand succès, puisque
Donc, ces gens-là se rassemblent, mais continuent à écrire. Et à dire des poésies. Des gens commencent à voir apparaître les premiers concours. On verra tout à l'heure, on aura l'occasion de reparler des fondations des sociétés savantes, dont celle de Cahors en 1872. Mais déjà, dès la première moitié du 19e siècle, existent les premières sociétés savantes, et en particulier la Société archéologique de Béziers, fondée dans les années 1830, qui va organiser un certain nombre de concours littéraires. Et sur ce modèle donc des concours littéraires de la Société archéologique de Béziers, un peu partout on voit apparaître des concours littéraires, et ce qui va encourager bien évidemment ces gens qui écrivent en Languedoc à composer et à présenter leur poésie. Donc toujours Mistral, Roumanie et leurs amis ont une vision ont une ambition en tout cas pour leur langue, et se satisfont assez peu de ce que peuvent publier certaines personnes. Donc ils vont décider, eux, de créer ce mouvement du félibrige pour tirer la langue vers le haut, et surtout faire passer le message que le provençal vaut aussi bien que le français pour composer, et que, ma foi, c'est une langue comme une autre, et qu'il conviendrait de lui redonner le prestige qu'elle avait au Moyen-Âge. Car le 19e siècle est aussi celui où on redécouvre, avec le courant littéraire du romantisme, on redécouvre le Moyen-Âge, et en particulier la littérature du Moyen-Âge, et en particulier chez nous, les troubadours. Alors, le XVIIIe siècle va donner une image un peu ridicule des troubadours, hein, qui sont ces gens vêtus de poulaines et de bonnets à grelots qui vont de château en château pour réciter, pour chanter et faire de l'animation. Ça, c'est une image, j'allais dire, folklorique et fausse que l'on peut avoir des troubadours. Le premier troubadour connu, peut-être l'occasion d'en reparler, c'est Guillaume IX d'Aquitaine, Guillaume IX, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers, qui va être le grand-père de quelqu'un dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Aliénor d'Aquitaine. Le duc d'Aquitaine et le comte de Poitiers est un des hommes les plus riches et les plus puissants d'Europe occidentale. Donc est-ce que vous imaginez Guillaume d'Aquitaine avec sa guitare, son banjo, aller de château à château faire de l'animation le week-end? Non. Donc voilà, le 19e siècle est la redécouverte de manière, j'allais dire, scientifique et sérieuse de ce qu'est la littérature des troubadours.